Bonjour et bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et du yoga à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener sur un terrain que très peu de professeurs de yoga explorent vraiment. Le titre de cet épisode, il est clair. Yoga sur chaise, des opportunités inattendues pour développer ton marché. Et si tu écoutes cet épisode jusqu'au bout, tu risques de ne plus jamais voir ton activité de la même façon. Parce qu'on va parler d'un angle souvent ignoré. Le fait que ton problème aujourd'hui n'est peut-être pas ton niveau, ni même le nombre de tes élèves, mais simplement les endroits où tu choisis de proposer ton yoga sur chaise. On a été conditionné à penser studio, cours collectif, tapis. Mais la réalité, c'est que ce modèle, il est limité. Limité en termes de revenus, limité en termes de public et surtout limité en termes d'opportunités quand je parle uniquement de yoga classique. Le yoga sur chaise, lui, il change complètement les règles du jeu. Pourquoi ? Parce qu'il est accessible. Accessible à tous les corps, accessible à tous les environnements et accessible à des publics que le yoga classique ne touche jamais. Et c'est précisément cette accessibilité qui ouvre un champ d'opportunités énorme. Des lieux où personne ne propose encore rien. Des structures qui ne cherchent pas du yoga, mais des solutions concrètes. Il y a aussi des marchés entiers qui restent encore sous-exploités. Dans cet épisode, je vais te montrer concrètement où aller chercher ces opportunités-là. On va explorer ensemble des lieux inattendus, des structures auxquelles tu n'as peut-être jamais pensé et surtout comment ton approche peut s'y intégrer de manière pertinente. L'objectif n'est pas juste de te donner des idées, l'objectif c'est que tu comprennes une chose essentielle. C'est que ton activité peut vraiment se développer bien au-delà de ce que tu imagines aujourd'hui. À condition bien sûr de sortir du cadre classique. Et tu vas voir que parfois, c'est pas une question de faire plus, mais plutôt de proposer autrement et au bon endroit. Avant qu'on aille plus loin, j'ai envie de te dire quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de prendre des notes là pendant cet épisode, parce que je sais que parfois tu écoutes cet épisode en voiture ou dans la salle de bain le matin ou rapidement le soir quand tu prépares à manger, etc. Mais derrière, il y a aussi le fait de ne pas forcément passer à l'action. C'est-à-dire qu'on écoute un podcast, il y a toutes les informations à l'intérieur et puis après, finalement, on ne s'en sert pas vraiment. Donc, pour t'éviter tout ça, je t'ai préparé un document extrêmement clair, une synthèse complète avec le process à suivre pour chaque type de structure qu'on va voir ensemble durant l'épisode. Et concrètement, tu vas y retrouver les lieux à cibler, les bons interlocuteurs, comment les approcher et surtout quoi leur proposer concrètement. L'idée là, c'est que tu puisses passer de l'écoute à l'action directement. Tu peux le récupérer juste en dessous dans la description. Il reste bien sûr jusqu'à la fin parce que tu vas pouvoir y retrouver encore d'autres opportunités auxquelles on ne va pas forcément rentrer dans le détail dans cet épisode, mais c'est du plus. Parce que je vais aussi te partager d'autres lieux encore moins exploités qui peuvent clairement élargir ton champ d'opportunités. Maintenant que tu vois à quel point le terrain de jeu peut être beaucoup plus large que ce qu'on t'a toujours montré, on va entrer dans du concret. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de te dire il existe d'autres opportunités, c'est plutôt de te montrer où elles sont et comment t'y positionner intelligemment. Et on va commencer par un lieu que tout le monde connaît, mais que très peu de professeurs de yoga envisagent vraiment, les bibliothèques et les médiathèques. Imagine cette scène. Une petite médiathèque de quartier. Le silence est là, mais pas un silence vide, un silence qui est vivant. On entend des pages qui se tournent, des corps immobiles depuis un moment, des épaules légèrement crispées, des nuques qui commencent à tirer. Et toi, tu arrives dans cet espace, pas pour donner un cours, mais pour proposer une pause intelligente. Tu installes quelques chaises dans un coin, pas besoin de déranger toute la salle, pas besoin de matériel, juste une invitation simple. On va prendre 20 minutes pour relâcher ce que votre corps accumule en silence. Il peut arriver que certaines personnes vont hésiter, peut-être il y en a certaines qui vont observer de loin, et puis une personne s'assoit, puis deux, puis cinq. Et là, tu crées quelque chose de très fort. C'est une bulle de sérénité au milieu d'un espace déjà calme, mais où pour la première fois, on prend aussi soin du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de lieu, tu ne viens pas ajouter une activité, tu viens juste amplifier une fonction déjà existante.
parce que la bibliothèque, c'est déjà un lieu de pause. Toi, tu viens rendre cette pause physique consciente et profondément régénérante. Et c'est exactement pour ça que les participants reviennent. Pas pour faire du yoga sur chaise, mais parce qu'ils ressentent un avant et un après immédiat. Donc concrètement, comment tu t'y prends pour ce type de structure? On va sortir du flou, on va voir vraiment le process. Il faut cibler intelligemment, c'est-à-dire ne contacte pas toutes les bibliothèques, cherche plutôt celles qui proposent déjà des animations. Des animations type lecture, atelier, conférences. Des structures, des bibliothèques ou des médiathèques qui ont déjà une programmation culturelle active et qui communiquent aussi sur le bien-être ou la qualité de vie. Tape simplement sur ton moteur de recherche, dans ta région bien sûr, médiathèque, plus ta ville, plus programme culturel. L'objectif ici, c'est de repérer des structures qui sont déjà ouvertes à l'animation. Ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est-à-dire un ciblage intelligent, tu vas trouver le bon interlocuteur. Tu ne contactes pas la bibliothèque. Tu contactes le responsable animation ou le chargé de programmation culturelle ou la direction. D'accord ? Ça, tu peux le retrouver aussi auprès de LinkedIn, par exemple. Tu tapes le site, tu tapes le nom du responsable éventuellement pour pouvoir le retrouver. Et une astuce, quand tu procèdes à un appel rapide, tu peux toujours dire « Bonjour, je souhaiterais te proposer un atelier bien-être. À qui dois-je m'adresser ?» C'est une possibilité aussi pour rentrer en contact et trouver la bonne personne. Ton angle de contact, et c'est l'erreur à éviter, c'est que tu ne vas pas dire « Je propose du yoga sur chaise », d'accord ? Tu vas plutôt dire je propose une pause de relâchement des tensions pour vos usagers, adaptée au temps de lecture prolongé. Là, tu parles leur langage. D'accord ? Tu ne deviens pas une activité parmi d'autres. Je te propose une entrée ultra simple. Tu ne vends pas un programme directement, tu proposes par exemple une session test de 20 minutes, sans engagement, facile à intégrer dans leur planning et pensée pour leurs visiteurs. Comme ça, tu te positionnes. C'est-à-dire que ton positionnement, il est que de permettre aux usagers de relâcher les tensions liées à la lecture et à la posture assise prolongée. D'accord ? La structure de ton offre, après le test, il peut être vu comme un impact plus important. C'est-à-dire que tu vas proposer une régularité qui est non engageante, mais qui est structurée. Par exemple, une fois par mois ou un cycle de 3 séances. Alors pourquoi ça marche ? Parce que c'est simple à organiser, c'est facile à budgétiser et c'est sans pression pour eux. Bien sûr, c'est la structure qui te paye, d'accord ? C'est pas les visiteurs, évidemment. La vraie prestation que tu proposes, et elle est justement différenciante en soi, c'est que tu ne proposes pas un cours de yoga sur chaise, tu proposes une pause corps-esprit du lecteur. Ça peut être un format de 20 à 30 minutes en petits groupes. Il faut rester discret et évidemment respectueux du lieu, c'est-à-dire que le cours peut se chuchoter et il est bien sûr accessible à tous, y compris évidemment aux seniors, aux personnes raides, aux débutants. Donc le contenu de ton format, il peut être sur l'axe de relâcher les tensions dans les épaules et la nuque, une petite mobilité douce, des exercices de respiration, de recentrage. Et surtout, zéro performance, zéro tenue spécifique, zéro contrainte. Le point stratégique à comprendre ici, c'est que dans une bibliothèque, tu ne vends pas du yoga sur chaise. Tu vends une amélioration de l'expérience usagée, un service innovant et accessible et une réponse concrète aux tensions physiques invisibles. Et c'est exactement ce qui fait que tu deviens légitime, que tu sors de la concurrence et que tu ouvres un nouveau canal de revenus pour ta part. Donc tu vois, dans une bibliothèque ou une médiathèque, on vient soutenir le calme qui est déjà présent. On vient aussi prolonger un moment de pause. Mais maintenant, on va changer légèrement de dimension parce qu'il existe des lieux où l'expérience est encore plus forte, où les gens ne viennent pas seulement pour se détendre, mais pour ressentir, interpréter, vivre quelque chose. Et dans ces lieux-là, si tu ajoutes une dimension corporelle, tu ne proposes plus une pause, tu transformes complètement l'expérience. Et c'est exactement ce qui se passe dans un autre public de structures souvent sous-exploitées, les musées et les espaces culturels. Ferme les yeux et projette-toi dans un musée. Un musée par exemple d'art moderne. Il y a des visiteurs qui avancent lentement, qui observent, qui interprètent, qui ressentent.
Mais si on est honnête, au bout de 30-40 minutes, les corps fatiguent, les jambes deviennent lourdes, le dos se tend, la tension diminue. Et c'est là que ton intervention prend tout son sens. Alors pas comme une activité en plus, mais comme une respiration dans leur parcours. Imagine dans une salle un peu plus calme, à l'écart du flux, quelques chaises. Un petit groupe s'installe. Pas pour faire du yoga, mais pour mieux ressentir ce qu'ils sont venus voir. Une respiration guidée, un relâchement des épaules, des légers twists dans la colonne vertébrale, un recentrage. Et là, il y a quelque chose qui bascule. Il peut arriver qu'il y ait certains visiteurs, après cette pause, qui retournent voir une œuvre et ne la perçoivent plus du tout de la même manière. Parce qu'ils sont plus présents, ils sont plus ancrés, ils sont plus disponibles. C'est exactement ce qu'un professeur m'avait partagé après une séance qui a été intégrée dans un parcours d'exposition. Les participants ne parlaient pas de détente, ils parlaient d'expérience transformée. Ce que tu dois comprendre, c'est une clé stratégique, c'est que dans un musée, tu ne proposes pas une activité bien-être, tu vas enrichir une expérience culturelle. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors concrètement, comment tu vas approcher ce type de structure? On reste toujours sur le ciblage précis et intelligent. Ne vise pas tous les musées. Cherche plutôt ceux qui ont un service de médiation culturelle. Les structures, les musées qui proposent déjà des ateliers pour les enfants, les adultes, des conférences, ou les structures de musées qui ont déjà une programmation temporaire, par exemple, avec des expositions à thème. Alors pourquoi viser ce type de structure ? Tout simplement parce qu'ils sont déjà dans une logique d'expérience. Pour trouver le bon point d'entrée, c'est-à-dire les bons interlocuteurs, tu peux approcher le responsable des publics, le chargé de médiation culturelle ou le responsable programmation. Ce ne sont pas des profils bien-être, ce sont des profils expérience visiteur. Tu vas adapter évidemment ton discours à ça. Alors maintenant, ton positionnement, c'est ultra important. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer en contact, tu ne vas pas forcément dire « je propose du yoga sur chaise dans votre musée ». Tu vas plutôt dire « je propose d'intégrer des pauses de régulation corporelle pour enrichir l'expérience de visite et renforcer l'impact des œuvres ». Et là, tu changes totalement de niveau parce que ton angle y fait la différence. C'est un lien direct avec l'exposition. C'est vraiment un levier. C'est-à-dire que tu proposes une expérience qui est en lien avec le thème. Par exemple, si c'est une expo sur le corps, eh bien, tu peux aller sur la conscience corporelle. Si c'est une expo immersive, tu vas plutôt être sur l'ancrage, la présence, la visualisation, sur des thèmes forts. L'exposition, par exemple, artistique forte, là, tu peux aller sur la régulation émotionnelle. Donc, tu ne viens pas vraiment à côté de tout ça. Tu viens plutôt dans le prolongement du propos artistique. Ta proposition d'entrée concrète, toujours simple, un format test, 20 à 30 minutes avec un petit groupe, sur inscription ou intégrer un événement, par exemple avant ouverture pour une expérience premium, ou alors pendant un temps calme ou lors d'un vernissage. Il faut créer une expérience qui est exclusive parce que dans ce type de lieu, tu peux monter en gamme, tu peux proposer des, entre guillemets, pauses sensibles dans le parcours du visiteur, ou alors des expériences en petit comité ou des formats qui sont limités. Plus c'est rare, plus c'est valorisé. La prestation que tu proposes réellement, tu ne proposes pas, on l'a vu un petit peu plus haut, du yoga ou du yoga sur chaise, tu proposes une expérience de présence au cœur de l'œuvre, avec respiration guidée, relâchement des tensions, recentrage sensoriel. L'objectif ici, il est de permettre aux visiteurs de vivre l'art, c'est-à-dire avec le corps, pas seulement avec les yeux. Et le vrai levier business derrière, c'est que les musées, ils cherchent à se différencier, ils cherchent aussi à enrichir l'expérience visiteur, bien sûr, mais aussi à proposer des formats qui sont innovants. Et toi, finalement, tu arrives avec une solution rare qui est accessible, qui est sans contrainte logistique. Et le résultat, c'est que tu sors du cadre classique, on va dire, du cours de yoga, tu deviens plutôt un ou une partenaire d'expérience. Et là, tu accèdes à un positionnement beaucoup plus premium. Dans un musée, on vient enrichir l'expérience intérieure. On ralentit, on ressent, on approfondit. Maintenant, on va basculer à l'opposé total. C'est-à-dire un environnement où tout va vite, tout s'enchaîne et où le stress est presque la norme. Un lieu où personne ne pense spontanément au yoga. Et pourtant, c'est probablement l'un des endroits où il est le plus nécessaire. Les aéroports, les gares,
les espaces de transport. Imagine-toi maintenant dans un aéroport. Il y a les annonces qui s'enchaînent, les gens qui regardent l'heure, les corps assis, mais sous tension. Les épaules sont crispées, respiration courte, mental déjà ailleurs. Il y a beaucoup de stress en fait auprès du voyageur, même si la destination est idyllique. Et toi, eh bien tu arrives dans cet environnement, pas pour ralentir le flux, mais pour plutôt créer une micro-parenthèse dans un moment de tension. Je me souviens d'une expérience dans un lounge. C'est un espace qui est quand même plutôt feutré, mais les visages sont fermés quand même. Les personnes sont fatiguées, elles sont parfois même anxieuses avant un vol. Et on a proposé une session très simple. Pas de tapis, pas de tenue, pas de contraintes. Juste 10 minutes, quelques mouvements, respiration guidée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que les retours n'étaient pas « Oh, c'était agréable ». Non, pas du tout. C'était plutôt « Je me sens déjà mieux pour prendre mon vol ». Ou alors « Je suis beaucoup moins stressée. J'ai l'impression d'avoir récupéré un peu d'énergie ». Et là, tu comprends quelque chose de fondamental. Dans ces lieux-là, tu ne proposes pas du bien-être. Tu réponds à un besoin immédiat et concret. Ce que tu dois comprendre ici en clé stratégique, c'est que dans un aéroport ou une gare, les gens n'ont pas le temps, mais ils ont un besoin énorme. Et ton rôle, c'est pas de les faire ralentir longtemps, c'est juste de leur offrir un reset rapide et efficace. Concrètement, comment tu t'y prends? On identifie les bons espaces. Il faut arrêter toujours de viser tout. Non, tu vas cibler des espaces très spécifiques. Tu cibles pas l'aéroport, tu cibles les lounges, salons premium, tu cibles les espaces business, tu cibles les zones d'attente longues, tu cibles aussi les espaces bien-être existants déjà. Alors pourquoi? Parce que ce sont des zones où l'expérience client est déjà une priorité. Maintenant, il faut trouver le bon interlocuteur. Alors, selon les lieux, tu as le responsable expérience client, tu as le responsable du lounge, tu as aussi la direction des services passagers ou les partenaires externes. Là encore, l'astuce simple, c'est de soit passer par leur site ou LinkedIn ou des appels direct. Alors ton positionnement il est très important. Là encore, tu ne vas pas dire je propose yoga sur chaise. Non, tu vas plutôt dire je propose des micro-sessions de relâchement des tensions pour améliorer le confort et réduire le stress des voyageurs avant leur départ. Là, tu vois bien qu'on parle plutôt d'une petite performance anti-stress, pas forcément de pratique. Pour gérer la contrainte clé, c'est que ce n'est pas forcément de la chaise qu'il nous faut en termes d'outils. Il ne faut pas que ça devienne un problème. Si tu dis du yoga sur chaise, ils vont tout de suite s'imaginer « Ah oui, mais alors attends, parce que nous, on n'a pas vraiment de chaise, c'est pas mobile, c'est des places qui sont fixes, ils sont les uns à côté des autres, il y a des accoudoirs, enfin bref. » Donc la chaise ne doit pas être dite vraiment, pas qu'elle devienne un problème. Et ça, c'est un point fondamental parce que dans ces environnements-là, tu n'as pas toujours des chaises disponibles ou pas la possibilité d'en installer. Donc, tu expliques clairement, ta méthode, elle est adaptable. Avec chaise, on fait un travail ciblé, mais sans chaise, on peut tout à fait faire un travail debout, relaxant. Il n'y a aucun problème. L'objectif, c'est de délier les tensions, c'est de relancer la circulation, c'est d'apaiser le système nerveux. On ne met pas les gens au sol. Le résultat, c'est que tu supprimes immédiatement un frein logistique, ici dans ce type de structure. Donc ton entrée, c'est-à-dire tu peux passer par je vous propose une démonstration ultra courte, c'est-à-dire une session test de 10 à 15 minutes avec soit le staff ou des voyageurs volontaires. Tu l'intègres dans leur environnement réel et sans perturbation surtout du flux. Alors pourquoi ça marche? Parce qu'ils voient immédiatement à la fois une organisation simple de ta part, avec un bon impact et énormément de faisabilité. Il n'y a pas de contraintes, ils ne doivent pas y voir de contraintes. Lorsque tu structures ton offre, tu peux proposer des interventions ponctuelles, suivant des pics de fréquentation par exemple, ou alors des créneaux fixes, par exemple le matin ou en fin de journée, ou des formats premium dans des lounges. Et là, tu peux monter en gamme. La prestation que tu proposes réellement, c'est que tu ne proposes pas du yoga sur chaise, tu proposes une parenthèse anti-stress qui est intégrée au parcours de voyage, avec intervention courte, zéro contrainte, effet immédiat. Et ton levier business derrière, c'est que les espaces de transport, ils cherchent à améliorer l'expérience client, ils cherchent aussi à se différencier et ils cherchent à réduire les tensions des usagers. Et toi, tu arrives avec une solution rapide, sans logistique, à forte valeur perçue. Donc le résultat, c'est que tu passes de professeur de yoga à solution bien-être intégrée à un service premium. Donc tu vois, dans les espaces de transport, on est dans l'urgence. On peut apaiser rapidement, on peut intervenir dans un flux, on peut répondre à une tension immédiate. Maintenant, on va changer encore de dimension.
On va passer dans un univers où le temps est ralenti, l'attention aux détails est essentielle et où l'expérience doit être mémorable. C'est un univers où le bien-être est déjà présent, mais où tu peux venir rajouter quelque chose de beaucoup plus subtil. Ce sont les centres de thalassothérapie, les thermes ou les hôtels de luxe. Maintenant, ferme les yeux et imagine un spa, une lumière douce, le bruit de l'eau, une vue sur la mer. Les clients viennent ici pour une chose, se détendre profondément. Et même dans ces lieux, il peut arriver que le corps reste en tension, que le mental continue de tourner, que la détente soit partielle. Et c'est exactement là que ton intervention prend tout son sens. Je me souviens d'une expérience face à la mer, dans le nord-ouest de la France, un petit groupe qui était assis en silence et on a commencé par une respiration très simple, puis quelques mouvements lents, rien de spectaculaire, hein, et pourtant les retours étaient très différents de ce qu'on entend habituellement. Je n'ai pas entendu « Ah, c'était relaxant », mais plutôt j'ai lâché plus profondément que pendant mon soin. Ou alors ça m'a permis d'intégrer ce que j'avais reçu, comme une continuité à mon soin. Ou alors c'est je me sens vraiment reposée entièrement. Et là, tu comprends quelque chose de clé, c'est-à-dire que dans ces lieux-là, tu ne remplaces pas le bien-être, tu viens le compléter, voire même tu viens l'amplifier ou le finaliser. Ce que tu dois comprendre comme clé stratégique ici, c'est que dans une thalasso ou un hôtel de luxe ou des thermes, le client paie pour une expérience globale. Et cette expérience, elle repose sur plusieurs facteurs. La cohérence, la qualité, le ressenti global. Et toi, tu arrives avec peut-être la pièce manquante entre le soin et l'intégration. Tu es comme un fil conducteur, un trait d'union entre les deux. Alors concrètement, comment on s'y prend? Là encore, on identifie les bons établissements. Tu ne vises pas les hôtels, tu cibles les hôtels 4 et 5 étoiles, tu cibles les centres de thalassothérapie ou les thermes, ou alors les spas aussi avec une offre bien-être qui est développée en interne. L'indice clé ici, c'est que s'ils proposent déjà des massages, des soins, eh bien c'est déjà un terrain idéal. Hein, on l'a vu, le trait d'union. Pour trouver le bon interlocuteur, tu vas t'adresser au manager spa, au responsable bien-être, au directeur de l'établissement, hein, pour les petites structures par exemple. Et ce sont eux qui créent les expériences clients. Donc c'est le bon contact. Ton positionnement, maintenant, il est ultra stratégique. Tu ne dis pas « je propose du yoga sur chaise », tu dis « je propose des expériences de relâchement et d'intégration corporelle pour prolonger et optimiser les effets des soins ». Et là, en fait, tu parles leur langage business. L'angle qui fait toute la différence, c'est l'expérience sur mesure. Dans ce type de lieu, tu ne proposes jamais du standard. Tu proposes des expériences qui sont pensées pour leur univers. Par exemple, des séances lever de soleil face à la mer, une séance post-massage pour intégrer les effets, ou alors des sessions reset en fin de journée. Et là, tu crées une continuité dans leur parcours client. Pour faire une entrée un peu stratégique, c'est-à-dire tu peux tout à fait proposer en préambule une séance pilote ciblée. Par exemple, tu peux proposer une session test, hein, toujours, mais pas n'importe comment. Tu peux le proposer par exemple avec le personnel parce qu'ils deviennent prescripteurs ou avec quelques clients VIP. L'objectif ici, c'est de leur faire vivre l'expérience, pas la comprendre. Pour maintenant structurer ton offre, tu peux proposer soit des interventions ponctuelles du type événement ou au niveau des saisons par exemple. Tu peux aussi proposer l'intégration de ton offre dans un protocole bien-être. Ou alors, tu peux proposer des sessions privatives pour les couples, les petits groupes. Et ici, tu peux clairement monter en gamme. Vraiment. Il y a une très forte attente et les offres ne sont pas si développées que ça. La prestation que tu proposes réellement, c'est que, on le redit, tu ne proposes pas forcément du yoga, tu proposes une expérience d'intégration du bien-être avec lenteur, précision, écoute du corps. L'objectif ici, il est de permettre au client de repartir avec un état de détente profond et durable. Et le levier business derrière, c'est que ces structures, elles cherchent à se différencier, elles cherchent à enrichir leur offre, elles cherchent aussi à créer une expérience qui est mémorable pour leurs clients. Et toi, tu arrives finalement avec une approche qui est douce, élégante, sans contrainte logistique et parfaitement alignée avec leur image et qui s'inscrit dans un parcours. Et résultat, tu passes de entre guillemets prestataire à une vraie partenaire d'expérience haut de gamme. Le point clé à retenir ici, c'est que dans une thalasso, un hôtel de luxe ou des thermes, tu n'es pas là pour faire du yoga, tu es là pour sublimer une expérience déjà premium.
Et c'est exactement ce qui te permet de te positionner différemment, de valoriser ton intervention aussi et d'accéder à des prestations beaucoup plus qualitatives. Donc dans les hôtels de luxe et les centres de thalasso, on est dans un environnement qui est maîtrisé. Tout est pensé, tout est structuré, tout est optimisé pour le confort. Mais maintenant, on va changer complètement de décor. On sort des murs, on sort du cadre, on revient à quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus essentiel, la nature. Et tu vas voir que dans ces espaces-là, l'état de détente prend une autre dimension encore différente. Je me souviens d'une matinée, c'était un parc sur Soissons. L'air était encore frais, puisque la séance était plutôt, je crois qu'on était sur du 9h, 9h30, à Saint-Jean-des-Vignes, pour ceux qui connaissent. Vraiment un silence de samedi matin, tranquille. Le silence, mais pas le même silence qu'en intérieur. Un silence qui est vivant, avec le vent dans les arbres, les oiseaux, la lumière qui change, et un petit groupe installé simplement. Pas de tapis, pas de mise en scène particulière, juste des personnes présentes, debout, en train de respirer. Et ce qui m'a marqué pour cette séance, c'est que ce n'était pas seulement la détente, c'était cette espèce de sensation de reconnexion. Reconnexion au corps, reconnexion à l'environnement, reconnexion à l'architecture aussi qui nous entourait, reconnexion à quelque chose de plus simple. Et là, tu comprends que tu n'es plus en train de proposer une séance de yoga, tu proposes une expérience globale. Donc là, c'est vrai que je n'évoque pas la chaise, parce que c'est très compliqué de ramener des chaises dans un espace nature, etc. Mais je ne mettais pas non plus les personnes en assise, parce que sinon ça me limitait, ça limitait les possibilités de ces personnes-là d'accéder à l'espace de détente que j'allais essayer de distiller à l'intérieur de leur corps. Donc on était plutôt sur quelque chose de debout, dans la conscience, très douce. Ce que tu dois comprendre en termes de vraiment clés stratégiques, c'est que dans un parc ou un jardin public, tu ne proposes pas du bien-être. Tu proposes un moment de lien, lien à soi, lien aux autres et un lien à l'espace public qui t'entoure. Et ça, c'est extrêmement valorisé par les collectivités. Donc concrètement, comment on s'y prend? Déjà, il faut identifier les bons lieux et les bons moments. Tu ne vises pas juste un parc, tu cherches plutôt les parcs municipaux qui sont actifs, les jardins avec des événements déjà réguliers. Ça veut dire que le lieu est déjà propice à ce que tu souhaites mettre en place, les lieux qui accueillent déjà des animations. L'indice clé, tu peux le voir au travers des programmes culturels de la ville, c'est-à-dire l'agenda municipal. Chaque ville a un site internet et tu peux déjà prendre des petites idées de lieux où se passent déjà des choses. Alors c'est un passage obligatoire, ce sont les autorisations. C'est un point essentiel et tu ne peux pas organiser librement un groupe dans un espace public. Tu dois contacter la mairie ou le service espace vert, animation de la ville en question. Au risque finalement de déployer une activité, un événement et de voir l'apparition des autorités qui vont venir un petit peu perturber finalement ton groupe, même si je crois qu'il y a un chiffre indéterminé où tu peux potentiellement faire un petit événement à l'extérieur avec un petit groupe, mais moi j'ai déjà vu quand même des interventions et ça casse tout, donc on s'évite ça, et surtout, passage obligé, les autorisations, et en général c'est toujours accordé, mais au moins tu es tranquille. Et là tu vas contacter évidemment la mairie ou les responsables d'animation, et tu vas présenter le type d'activité que tu souhaites mettre en place, le nombre de participants limité, la fréquence, les bénéfices. Et ce que je te donne comme astuce, c'est que prépare un document simple qui est clair et professionnel, sur lequel tu peux t'appuyer, envoyer facilement par email, et au moins tu as une trace de tout ce que tu as proposé. Ton positionnement, il est très important, c'est-à-dire que tu ne vas pas dire je propose un cours de yoga dans un parc, mais plutôt tu vas dire je propose des temps de reconnexion corporelle qui sont accessibles à tous, favorisant le bien-être et le lien social dans l'espace public. Et là, du coup, tu parles bien en termes de collectivité. On lève le frein tout de suite, le frein logistique. Ici, c'est un point important. Comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, c'est que tout le monde ne va pas venir avec une chaise. Donc, tu adaptes. Chaise, quand c'est possible, bien sûr. Mais debout, on peut faire plein de choses, des mobilités douces, des respirations, des relâchements, une marche en méditation ciblée, méditation de pleine conscience, sans problème. Tu expliques clairement ta méthode, que ta méthode ne dépend pas d'un matériel.
L'objectif ici, c'est plutôt l'accessibilité maximale, zéro contrainte et une mise en place rapide. Le bon format que tu peux proposer, tu peux privilégier des séances courtes, 20-30 minutes. Des horaires qui sont stratégiques, plutôt le matin ou en fin de journée, et des groupes accessibles, c'est-à-dire, on va dire, tout public. D'accord ? Et surtout, tu simplifies au maximum. Ton levier qui est puissant, ce sont les événements. C'est là où il y a une vraie opportunité. Propose d'intervenir dans les journées bien-être, fêtes de la nature, les événements municipaux, les semaines seniors. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, le budget, il est déjà prévu, le public est déjà présent, et la visibilité, elle est immédiate. La prestation que tu proposes réellement, c'est que tu ne proposes pas du yoga ou du yoga sur chaise, tu vas proposer une expérience de reconnexion en plein air accessible à tous, avec simplicité, lenteur, présence. L'objectif, tu le rappelles, c'est de permettre aux participants de se réapproprier leur corps dans un environnement naturel, qui est propice à la détente. Le levier business derrière, c'est que les collectivités cherchent à dynamiser leurs espaces, à créer du lien social, à proposer des activités accessibles. Et toi, tu arrives finalement avec une solution inclusive, facile à mettre en place, à forte valeur sociale. Et résultat, tu deviens un acteur, une actrice du bien-être local. Le point clé à retenir, c'est que dans un parc, tu ne vends pas une séance, tu proposes une expérience collective, accessible et visible. Et ça, c'est exactement ce qui peut te donner de la visibilité, te créer des opportunités et ouvrir des collaborations durables. Et je peux te le dire en connaissance de cause, puisque ça fait déjà 3 ans que je travaille avec la mairie pour délivrer des prestations de yoga sur chaise durant les événements seniors. Il y en a 3 dans l'année, donc c'est déjà pas mal, et j'interviens à chaque fois 2 fois. Donc tu viens de voir qu'il existe une multitude de lieux où le yoga sur chaise, tu l'as compris, adapté, peut aussi naturellement s'intégrer. Des lieux qui parfois sont évidents et d'autres complètement inattendus. Mais à ce stade, la vraie question n'est plus où est-ce que je peux proposer ma prestation. La vraie question devient comment je transforme ces opportunités en collaboration concrète et durable. Parce que voir les opportunités, c'est une chose, mais savoir les activer, les structurer et les signer, c'en est une autre. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Pour débloquer ces marchés qui sont plutôt inexplorés, tu va adopter une démarche méthodique. D'abord, identifie précisément la structure. Est-ce que c'est un lieu culturel, un espace public atypique ou une structure de détente? Ensuite, tu recherches la personne décisionnaire. Souvent, c'est le responsable des partenariats, ou de l'animation ou du bien-être. Quand tu approches, ton premier levier, c'est de parler en termes de solutions. Pose-leur des questions du type est-ce qu'ils ont déjà envisagé une offre de bien-être accessible à tous? Ont-ils peut-être besoin de fidéliser leur public par une expérience immersive, originale? Et écoute aussi leurs besoins avant d'exposer ton offre. Et ensuite, propose une démonstration ou un événement test. Dis-leur que c'est un risque nul pour eux, parce que c'est une séance découverte qui est adaptée à leur public, pour vraiment qu'ils puissent voir eux-mêmes l'impact. Et une fois qu'ils ont testé, eh bien, demande-leur des retours concrets, qu'ont-ils ressenti, et ça les implique dans le processus. Enfin, structure ton offre. Propose un format régulier, par exemple mensuel, mais aussi flexible, c'est-à-dire que offre des options, des séances courtes, en petits groupes, adaptées à leur public, et surtout, il faut les rassurer. C'est que ton yoga sur chaise, entre guillemets, même si tu le cites jamais vraiment, ne demande ni de matériel lourd, ni de transformation du lieu. Et tu leur dis qu'à la fin, tu proposes un suivi potentiellement, avec des retours réguliers, des ajustements selon leur retour, avec des enquêtes de satisfaction, si c'est tout à fait possible, d'envoyer des enquêtes de satisfaction aux personnes qui ont vécu l'expérience. Donc en somme, tu les prends par la main, tu proposes une solution testée et tu leur assures que finalement avec toi, ils vont innover sans prendre de risques. Maintenant, je vais te délivrer d'autres structures possibles qu'on ne va pas forcément développer ici, mais c'est un petit bonus en plus si tu veux rajouter à ta liste des structures possibles. Il y a pendant les saisons tout ce qui est camping. Moi, je sais que j'ai été fortement sollicitée par des center parks, par exemple, des villages vacances. Tu as aussi les boutiques de sport, de yoga,
ou les concepts store bien-être, où tu peux intégrer aussi des prestations. Tu as bien sûr les entreprises au travers des open space, des séminaires aussi, ce qu'on appelle les team building. Hein, c'est l'entreprise qui va créer, on va dire, une activité externe pour souder les équipes. Et dans ces séminaires-là, il y a des activités qui sont intégrées dans leur programme. Et toi, tu peux intervenir ici. Hein, on n'est pas forcément que dans l'open space de l'entreprise. Hein. On peut être dans les séminaires aussi. Et puis, il y a aussi les cliniques, les centres de rééducation, les cabinets médicaux. Donc vraiment, il n'y a pas de porte fermée. On peut faire vraiment beaucoup de choses auprès de beaucoup de structures. Si tu devais retenir une seule chose dans cet épisode, c'est que ce n'est pas forcément juste une liste de lieux qu'on parle ici. Ce n'est pas forcément aussi une stratégie. C'est plutôt un changement de regard. Parce que la réalité, c'est que le problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'opportunités. C'est plutôt le fait de toujours regarder au même endroit. C'est plus confortable. On t'a appris à proposer des cours de yoga dans des studios à un public déjà convaincu, d'accord? Mais tu l'as vu aussi, le yoga sur chaise, c'est pas juste une pratique en fait, c'est un outil qui est capable de s'adapter à des environnements très différents, un outil aussi qui est accessible à des publics que le yoga classique ne touche pas, et un outil aussi qui répond évidemment à des besoins concrets. Et c'est exactement ça qui change tout. Parce que le jour où tu arrêtes de te demander où est-ce que je peux donner cours et que tu commences plutôt à te demander où est-ce que je peux être utile, eh bien ton activité change de dimension. Parce que tu ne cherches plus des élèves, tu vas créer des opportunités. Tu ne proposes plus une pratique, tu proposes une solution. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'en termes de positionnement, en termes de crédibilité, eh bien forcément, tu vas pouvoir intégrer plus en termes de développement. Parce que plus tu es capable de t'intégrer dans des environnements variés, eh bien, plus tu deviens incontournable. Le vrai message derrière cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin de faire plus, tu as juste besoin de voir plus large, de proposer autrement et d'oser aller là où les autres ne vont pas. Il faut que tu passes à l'action. Donc je t'invite à faire quelque chose de très simple. Choisis un seul lieu parmi ceux que j'ai évoqués aujourd'hui dans cet épisode, un seul. Et pose-toi cette question, comment je peux créer une première opportunité ici dès la semaine prochaine? Pas dans un mois, pas quand tout sera parfait, non, maintenant. Et dernier point, parce que c'est souvent là que ça bloque, ce n'est pas ton niveau qui fera la différence, c'est ta capacité à te positionner, à proposer, à oser aussi. Et ça s'apprend. Et si cet épisode t'a ouvert une nouvelle perspective, alors garde en tête que les opportunités ne manquent pas, elles attendent simplement que tu changes d'angle. Si tu sens que cet épisode t'a ouvert une vraie perspective et que tu veux aller plus loin concrètement, il y a une chose qui fait toute la différence. Ce n'est pas de savoir où aller, c'est de savoir quoi dire, parce que beaucoup restent bloqués ici. Ils savent qu'il y a des opportunités, mais ils n'osent pas contacter, ou ils ne savent pas forcément aussi comment formuler leurs demandes. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un outil qui est très simple, 5 scripts d'email qui sont prêts à l'emploi. Ils sont spécifiques et adaptés aux 5 structures qu'on vient de voir précédemment. Alors ce ne sont pas des modèles génériques, c'est vraiment des messages qui sont pensés pour capter l'attention, positionner ton offre intelligemment et surtout déclencher un premier échange. Et l'objectif, il est clair, c'est t'aider à décrocher tes premiers contrats, à transformer ces contacts en contrats court, moyen ou long terme. Et tu trouveras le lien juste dans la légende, en dessous. Et si tu passes à l'action avec ça, eh bien tu verras que tout peut aller beaucoup plus vite que tu l'imagines. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si cet épisode t'a apporté un déclic, prends 2 secondes pour liker la vidéo, ça aide vraiment à diffuser ce contenu auprès d'autres professionnels qui en ont besoin. Et si tu veux aller un peu plus loin sur le yoga sur chaise et développer une activité plus stable, abonne-toi parce que je partage chaque semaine du contenu concret directement issu du terrain. Namasté.